Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er août. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les sénateurs membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont voté à l'unanimité le projet de loi instituant le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Ce code devrait mettre fin aux litiges fonciers et vulgariser de meilleures règles d'urbanisme. Le FPI et l'URD choisissent leur candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Pascal Avinguessan portera l'étendard du Front populaire ivoirien et Daniel Boni-Clavry défendra les couleurs de sa formation politique, l'Union républicaine, au scrutin présidentiel du 31 octobre. C'est officiel, Didier Drogba a déposé ce samedi 1er août sa candidature à la présidence de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. L'ex-attaquant ivoirien promet de contribuer à la renaissance de ce sport roi en Côte d'Ivoire. La commission électorale dispose de 5 jours pour analyser et valider les candidatures. Le Bénin célèbre aujourd'hui 1er août ses 60 ans d'indépendance. Coronavirus oblige, il n'y a pas eu de défilé, juste une cérémonie de dépôt de gerbes et une prise d'armes. À pied, le président Patrice Talon a passé les troupes en revue et salué le drapeau au cours d'une cérémonie qui a duré 5 minutes. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous sommes à quelques mois d'un grand rendez-vous important, le scrutin présidentiel d'octobre prochain. On a encore en mémoire la crise post-électorale de 2011. L'appel est donc lancé aux filles et fils de la nation ivoirienne pour travailler à la paix et préserver le pays d'une autre crise. Et dans cette construction de la stabilité sociopolitique, les journalistes veulent jouer leur partition. L'un d'eux est avec nous et sur ce plateau. Il s'agit de Raymond Dibi. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Il est l'auteur du livre « Journalistes et élections en Côte d'Ivoire », un ouvrage qui interpelle notamment les acteurs des médias et les politiques. Bonsoir Raymond Dibi. Bonsoir Marie-Laure. Journalistes et élections en Côte d'Ivoire est paru en mars dernier. Et votre premier livre dans lequel vous rappelez le rôle des journalistes dans la récente crise ivoirienne pour en tirer des leçons. Et vous avez opté pour des témoignages de certains journalistes pour faire passer votre message. Alors dites-nous pourquoi ce choix? Ce choix parce que j'estime que c'est à travers les témoignages qu'on peut mieux faire passer le message de paix avec des journalistes plus responsables pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Alors, quelles leçons tirées de la crise post-électorale de 2011, comment aborder 2020 par nos écrits et nos dits? On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour en savoir davantage. À tout à l'heure, Raymond Dibi, mais vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre tout de suite du côté de Yamoussoukro, où les sénateurs membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont voté à l'unanimité le projet de loi instituant le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Ce code devrait mettre fin aux litiges fonciers et vulgariser les meilleures règles d'urbanisme, nous explique Kadé Sogodogo. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Le projet de loi présenté par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a eu le quitus des sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Le nouveau code va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer la législation existante en la matière et de mettre fin aux nombreux conflits fonciers constatés depuis belle lurette. Le cadre juridique ainsi proposé permettra indubitablement, par sa précision et sa cohérence, de réduire considérablement le volume des litiges fonciers, d'améliorer les rapports entre les différents intervenants dans le secteur du foncier urbain, de doter les procédures domaniales et foncières de mécanismes adéquats, et ce, dans le souci constant de la conciliation de l'intérêt des usagers du service public et des prérogatives de puissance publique de l'État, de protéger la propriété foncière en zone urbaine, de sécuriser les transactions portant sur des terrains urbains, d'améliorer la qualité des règles d'urbanisme, de préciser les prérogatives et les compétences de chaque acteur de la chaîne foncière urbaine, de vulgariser les règles d'urbanisme, d'assurer le respect des règles d'urbanisme, de mettre fin à terme à la prolifération des quartiers précaires. Bruno Nabagné-Koné a relevé devant les sénateurs que la délivrance des arrêtés de construction définitifs ont connu un boom en Côte d'Ivoire. Elles sont passées de 2500 l'année dernière. Abidjan, la capitale, enregistre plus de 9000 ACD cette année. Pour l'ensemble du pays,
le nombre est passé à 16 000. Des efforts que le nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain contribuera à améliorer davantage. Bruno Nabagno Koné, dans l'après-midi, a fait ratifier par les sénateurs l'ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. La 5e édition de la Semaine nationale de la propriété a démarré aujourd'hui, samedi 1er août, et elle se poursuit jusqu'au 6 août prochain. À la veille de la fête nationale, plusieurs activités seront menées, notamment l'opération Grand Ménage, dont la 42e édition a été lancée aujourd'hui même. La ministre Anne-Désirée Oloto était ce matin sur le terrain. Elle est allée sensibiliser les différentes couches sociales et professionnelles sur les règles élémentaires de propreté et d'hygiène. Grâce Kanto. 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays célèbre l'événement le 7 août prochain. Pour la circonstance, la capitale économique fait peau neuve. L'initiative du district autonome d'Abidjan est soutenue par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la Semaine nationale de la propriété. Elle coïncide avec la 42e édition de l'opération Grand Ménage. C'est une activité hautement citoyenne qui, chaque année, vient interpeller les consciences, vient interpeller les populations pour dire que sans propreté, nous n'aurons pas la santé. Ces activités, nous devons les exprimer à travers de petits gestes simples. Balayer nos lieux de travail, balayer nos lieux d'habitation, nos espaces de vie communs. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter toutes les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations de jeunes, de femmes, qui depuis plusieurs années ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement et accomplissent avec le ministère donc ces gestes simples-là pour interpeller les consciences. Organisation d'activités citoyennes et communautaires, sensibilisation sur l'importance de l'amélioration de la qualité de vie et éco-gestes, des messages que la ministre Anne-Désirée Oloto est allée porter aux populations des communes de Cocody et de Trècheville. Au niveau du quartier, nous avons mis une organisation en place. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, il y a des dames qui balaient le quartier pour le rendre propre. L'information a été déjà donnée pour que tous les jours, chacun balaie devant sa porte. Et nous avons des sacs poubelles, on les met dans les sacs poubelles. Et quand le camion passe, le camion prend les ordures. Désormais, ici, là, il n'y aura pas la saleté encore. Bon, on va surveiller 24 heures sur 24. On va surveiller. Et puis on va encourager les gens pour nous aider aussi pour nettoyer. Des initiatives qui trouvent déjà un écho favorable dans la commune de Koumassi. Koumassi est un très bon exemple en matière d'implication des populations, mais également de volonté politique. Le premier responsable de la commune de Koumassi s'est engagé, depuis qu'il a été élu par ses concitoyens, à faire de la propreté et de l'assainissement une priorité. Et aujourd'hui, Koumassi fait plaisir. Koumassi est devenue aujourd'hui la prunelle du district d'Abidjan. Pour la ministre Anne-Désirée Oloto, la propriété, c'est l'affaire de tous. Et les lignes bougent également dans le domaine agricole. Le ministre de l'Agriculture était dans les locaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'instance abritera très prochainement la Bourse des matières premières agricoles, un projet dont se félicite d'ailleurs le ministre Kobena Kwasi Agumani, car sa mise en œuvre permettra de donner un coup d'accélérateur à la commercialisation de nos matières premières. Jean-Luc Bambo. Bientôt une bourse des matières premières agricoles à Abidjan, la première dans l'espace UEMOA. Les travaux en vue de la mise en place effective de cet outil ont connu une avancée notable. Nous avons procédé à la définition de l'architecture du marché, à la conception de son cadre légal, réglementaire et institutionnel, à l'élaboration du business plan de toutes les entités du marché. En prélude à la création de cette bourse et pour lui assurer un socle, le gouvernement a mis en place le système de récépissé d'entreposage. L'état d'avancement du système de récépissé d'entreposage permet d'affirmer sans hésitation qu'il est totalement opérationnel en effet à ce jour. Il dispose de plusieurs acteurs déjà agréés, d'une plateforme électronique totalement opérationnelle réalisée dans la technologie web.
Des acquis qui renforcent l'optimisme du ministre de l'Agriculture et du Développement rural quant au démarrage dans les prochains jours des opérations de cette bourse des matières premières agricoles. C'est un instrument, je dirais un outil qui est mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour valoriser les produits agricoles. Le producteur qui voit souvent ses produits pourrir sans moyen de les évacuer sur le marché s'en trouvera heureux parce qu'il sait que désormais, il y a un outil qui sait où se trouve le produit et à quel niveau on peut assurer sa commercialisation. 3 spéculations ont été retenues pour le démarrage des opérations de la bourse des matières premières agricoles. Il s'agit de la noix de cola, la noix de cajou et le maïs. La filière ANACAD, le groupement des exportateurs professionnels de produits agricoles de Côte d'Ivoire et une société vietnamienne scelle un partenariat. La convention porte sur la vente de 150 000 tonnes d'ANACAD au groupement vietnamien. On en sait plus avec notre reporter Noël Nyagno. Le groupement d'intérêt économique GEPA, groupement des exportateurs professionnels de produits agricoles, et l'entreprise vietnamienne TNT ont signé, sous le parrainage du Conseil Cotonou ANACAD, une convention. Elle porte sur la vente et l'achat de 150 000 tonnes de cajou brut. Une action singulière saluée à sa juste valeur. La signature d'un contrat de vente-achat de 150 000 tonnes de noix brutes de cajou entre donc le groupement d'intérêt économique et le groupe TNT, qui est un grand groupe vietnamien. Pour nous, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment exceptionnel. Avoir ce type de partenariat est extrêmement important pour la filière. Une filière qui a souffert des mesures liées à la survenue de la pandémie parce que la production nationale est exportée à hauteur de plus de 80%. Voilà pourquoi la responsable de l'entreprise signataire de la Convention rassure sur la suite de la collaboration avec la crise sanitaire. Je pense que c'est la collaboration des deux parties de grande échelle, c'est-à-dire une vendeur de grande échelle et collaborer avec un acheteur de grande échelle. Toutes les conditions de marchandises, d'entreposage, de personnel et de logistique sont prêtes. Et donc, je pense que maintenant, c'est très favorable. Et donc, vraiment, c'est un point fort pour que ce partenariat stratégique et durable et gagnant-gagnant aussi. Si le prix Bourchamp est maintenu, malgré tout, l'impact à l'international est notable. Quand nous disons que la matrice, la filière perd $500 la tonne, il s'agit effectivement des acteurs. Les acteurs, c'est surtout donc, le maillon des acheteurs, des exportateurs. Le prix Bourchamp, nous veillons à ce qu'il soit stabilisé à 400 francs. Notons que 738 000 tonnes de noix de cajou brutes sont commercialisées à ce jour, contre 634 000 tonnes sur la même période en 2019. À Zambakro, on n'oublie pas cette date. Le 17 octobre 2019 débutaient les premiers cours d'études supérieures de défense de la première école de guerre des forces armées de Côte d'Ivoire. Une école d'excellence et de stratégie pour bien former les cadres militaires afin qu'ils soient capables d'apporter des solutions aux problèmes de terrorisme et des menaces. Les 14 premiers officiers supérieurs stagiaires de l'établissement viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation. Abou Sanogo. Ces 14 officiers supérieurs stagiaires sont les tout premiers brevetés du cours d'études supérieures de défense. Ils sont la première promotion de l'école de guerre du Côte d'Ivoire. Ils ont reçu les insignes de leur brevet et les parchemins marquant la fin de leur formation. Ces officiers doivent consolider les 3 acquis majeurs de leur formation, à savoir l'acquisition d'un socle de connaissance des opérations, avec l'exigence d'interopérabilité croissante des nombreux acteurs nationaux et internationaux. Ensuite, les perspectives de développement de partenariats de défense dans une approche globale des problématiques contemporaines. Enfin, la recherche de l'efficience dans la décision et dans l'action. Les forces armées de Côte d'Ivoire réussissent ainsi le pari de tenir le cours d'études supérieures de défense en Côte d'Ivoire. L'ouverture de ce cours marque pour nous la concrétisation de la volonté de modernisation de notre outil de défense. Le cours d'études supérieures de défense devrait donc bénéficier d'investissements plus importants à moyen terme. Il s'agira de donner à cette structure d'enseignement militaire supérieur
un caractère véritablement international avec le corollaire d'aménagement nécessaire à son rayonnement. Plus spécifiquement, la mise en œuvre d'un partenariat académique avec une structure universitaire nationale au fin de l'ouverture d'une filière de Master 2 en stratégie et défense. La veille, les stagiaires du premier cours d'études supérieures de défense avaient pris part à un séminaire sur l'appropriation des enjeux liés au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire a bénéficié de l'éclairage des chefs d'état-major généraux adjoints du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Quant à l'école de guerre qui vient de former 14 stagiaires, dont 2 Béninois et 1 Camerounais, entend s'ouvrir davantage sur l'extérieur. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire, notre pays, engage toujours la bataille contre le coronavirus pour stopper la propagation de cette pandémie. Attention, le virus continue de circuler. En Côte d'Ivoire, les chiffres de ce samedi ont été dévoilés. On dénombre 62 cas confirmés sur 898 échantillons prélevés. On continue heureusement d'enregistrer un taux élevé de personnes guéries. 322 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 4257 cas actifs. L'Allemagne apporte son appui à notre pays dans la lutte contre le coronavirus. Des équipements informatiques et des kits sanitaires ont été remis au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle par le gouvernement allemand. L'objectif est non seulement de lutter contre le coronavirus, mais aussi d'améliorer la qualification et l'employabilité des artisans dans les domaines sanitaires. Didier Nguessan. 12 dispositifs de lavage des mains, 30 ordinateurs portables, 35 tablettes, 240 flacons de savon liquide et 1000 masques. Voici, entre autres, le contenu du don offert par la République fédérale d'Allemagne à la Côte d'Ivoire via le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour un coût global de plus de 30 millions de francs CFA. Ces équipements permettront certainement aux apprenants des centres de formation professionnelle bénéficiaires de continuer leur apprentissage en toute sécurité sanitaire. Les établissements bénéficiaires sont le Centre de perfectionnement au métier du bâtiment de Koumassi, le Collège d'enseignement technique de Boaké, le Centre Mohamed VI de Yopougon et l'IPNET de Cocody. La réouverture des structures de formation s'est opérée dans le strict respect des mesures et gestes barrières dans sa lutte contre la propagation de la pandémie. Le gouvernement ivoirien a bénéficié de l'appui des partenaires du système éducation-formation et des pays amis qui lui ont permis de répondre en partie aux besoins en matériel et produits sanitaires. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. Dans l'actualité politique nationale, Pascal Affi-N'Guessan portera l'étendard du Front populaire ivoirien à la présidentielle d'octobre prochain. Il a été désigné au thème des travaux du 5e congrès extraordinaire éclaté du FPI qui s'est tenu aujourd'hui même au Palais de la Culture de Treichville. Le témoignage est signé Alexis Ouedraogo. Le président Pascal Affi-N'Guessan. Avec la désignation de son candidat à 3 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le Front populaire ivoirien se met en ordre de bataille pour s'assurer la victoire. Pour la première vice-présidente du parti, ce sont plus de 13 000 congressistes qui ont pris part ce samedi à ce congrès extraordinaire éclaté. Le candidat du Front populaire ivoirien sera sans aucun doute l'homme politique dont la Côte d'Ivoire a besoin pour assurer la renaissance de notre pays. Selon le comité de contrôle en charge de la réception des dossiers de candidature, l'assise décisionnelle de cette journée garantit la transparence du choix de Affi-N'Guessan. L'analyse approfondie a permis au comité de contrôle de juger le dossier de candidature du camarade Affi-N'Guessan Pascal recevable. Tour à tour au pupitre, les motions de soutien s'enchaînent. La direction du parti procède à la remise d'un chèque de 50 millions de francs CFA correspondant à la caution du candidat. Pour Pascal Affi-N'Guessan, l'heure est à l'engagement pour une victoire totale. Depuis plus de 30 ans,
je suis dans l'action politique, afin que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit une nation fraternelle, un État moderne, démocratique et prospère. J'ai l'expérience nécessaire pour servir la Côte d'Ivoire. J'ai les capacités requises. J'ai la volonté pleine et entière de relever avec mes compatriotes les défis actuels de notre histoire et d'incarner la renaissance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un homme de paix et de réconciliation. Pascal Affi-N'Guessan entend fonder une nation ouverte sur le monde dont la prospérité sera durable. Danielle Boni-Claverie, elle défendra les couleurs de sa formation politique, l'Union républicaine pour la démocratie, au scrutin présidentiel d'octobre prochain. Débuté le 31 juillet dernier, le premier congrès ordinaire de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, a pris fin aujourd'hui samedi. Danielle Boni-Claverie, qui a été réélue présidente de l'URD par les congressistes, a annoncé donc sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, a reçu la représentante au pays du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au cœur des échanges, la présidentielle d'octobre prochain. Notez que le PNUD compte apporter son appui technique pour améliorer les performances du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le parrainage. C'est officiel, Didier Drogba a déposé aujourd'hui, samedi 1er août, ici à Abidjan, sa candidature à la présidence de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, et l'ex-attaquant ivoirien a promis de contribuer à la renaissance de ce sport roi dans notre pays. Ferveur populaire ce samedi au siège de la Fédération ivoirienne de football à l'avenue 1 à Treichville. De nombreux partisans de Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIF, sont présents. Comme les autres prétendants, l'ancien capitaine de l'équipe nationale doit se soumettre aux formalités d'usage. Il est reçu par le secrétaire général de la commission électorale à qui il remet officiellement son dossier de candidature. Avec mon équipe, nous nous engageons pour contribuer à la renaissance du football ivoirien. Il est très important pour moi de rendre au peuple, de rendre au football ivoirien tout ce qu'il m'a donné. Je suis de retour et déterminé à contribuer à apporter ma pierre à l'édifice du renouveau, du développement du football en Côte d'Ivoire. C'est ensemble qu'on va y arriver. Je suis là pour me mettre au service de notre football. La candidature de Didier Drogba est la 4e réceptionnée par la commission électorale après celle de Kwadjo Kofi Paul, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Voilà, et toujours dans l'actualité nationale, la Chine et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a échangé justement avec le diplomate chinois Wang Li cette semaine. La Chine a fait des dons à notre pays. On en sait plus avec Sidonie Davila. Renforcer la coopération sino-ivoirienne en cette période de pandémie, une nécessité pour les deux États. À la rencontre entre le ministère de la Culture et la diplomatie chinoise, les deux entités ont manifesté leur volonté d'y travailler. Entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous avons une bonne coopération dans le domaine de la culture. Et je viens aujourd'hui ici pour discuter avec Madame la ministre pour renforcer la coopération dans ce domaine. Il s'agit de la participation de la Côte d'Ivoire aux différents festivals, en particulier le Festival de Shanghai. Dans le cadre du cinéma, la Côte d'Ivoire, de plus en plus, devient un pays producteur de films. Des accords ont déjà été signés. Il s'agissait pour moi aujourd'hui, une nouvelle arrivée au ministère de la Culture, de faire en sorte que ce qui a déjà été signé, qu'on voit un début de mise en œuvre. L'ambassadeur lui-même nous a rappelé que le centre culturel chinois doit être donc construit en Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Raymonde Goudou Kofi, a reçu de son hôte un lot de matériel composé de thermoflash, de cache-nez et bien d'autres produits. Tel un appui à la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie à coronavirus.
37 agents du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida ont prêté serment devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Les agents percepteurs s'engagent à lutter contre la reproduction illicite des œuvres de l'esprit et faire respecter les règles des droits d'auteur et des droits voisins dans notre pays. Jean Magaki. 37 agents et cadres du bureau du droit d'auteur Burida prêtent serment devant le juge du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ces agents percepteurs ont désormais pour mission de saisir, constater l'exploitation illicite d'œuvres de l'esprit et d'établir des procès-verbaux à l'exemple des commissaires de justice. Ils s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'éthique et la déontologie. Ça fait près de 10 ans que nous demandons la sermentation à nos différents responsables. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça va au contraire nous alléger parce que notre travail va aller encore beaucoup plus rapidement au lieu d'avoir recours constamment aux forces de l'ordre. Nous voulons changer, transformer l'image que l'opinion s'est faite du percepteur du Burida. Désormais, ce percepteur-là sera revêtu donc d'un manteau un peu plus légal dans l'accomplissement de sa mission. Et cette assermentation pour lui-même est également une obligation à laquelle il ne pourra pas se soustraire dans l'appréciation objective de certains faits. L'assermentation des agents a pour enjeu de renforcer leurs capacités opérationnelles et d'augmenter les recettes de l'institution. Il s'inscrit dans le plan d'action stratégique de développement du bureau ivoirien du droit d'auteur. À l'étranger, au Bénin, le pays a célébré aujourd'hui, samedi 1er août, ses 60 ans d'indépendance. Dans le contexte de pandémie due au Covid-19, il n'y a pas eu de défilé, juste une cérémonie de dépôt de gerbes et une autre plus solennelle de prise d'armes à la présidence de la République. C'est donc une célébration en mode confiné à laquelle ont eu droit les Béninois ce 1er août. À pied, le président Patrice Talon a passé les troupes en revue et salué le drapeau national. La cérémonie n'a duré que 5 minutes. Et nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Je vous retrouve avec plaisir, Raymond Dibi, pour évoquer le sujet des élections, précisément le rôle des journalistes dans la crise de 2010, des leçons à tirer pour construire la paix. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des consoeurs et confrères qui ont témoigné dans votre ouvrage? Ils n'étaient pas d'ailleurs les seuls acteurs de la presse à avoir vécu cette crise post-électorale. Tout à fait, le choix s'est orienté plus vers des journalistes qui ont souffert de cette crise. Oui, des journalistes qui ont connu l'exil, des journalistes qui ont connu la prison, malheureusement des journalistes qui ont perdu la vie. Et parmi ces journalistes qui ont connu l'exil, qui ont connu la prison, j'ai donné la parole à ces journalistes-là pour s'exprimer. Parce qu'il y a des journalistes qui sont encore meurtris, parce qu'il y a des journalistes qui jusqu'à aujourd'hui ne se retrouvent plus, parce qu'ils étaient journalistes au plus fort de la crise post-électorale, qui ont payé un lourd tribut. Et c'est des journalistes issus de la presse écrite comme de la presse audiovisuelle que vous avez approché. Alors, octobre, c'est dans environ 3 mois. Comme invité une autre crise post-électorale, vous nous invitez dans votre ouvrage à tirer les leçons du passé. Nous allons suivre ensemble donc le résumé de votre livre avec Issa Chunoyeo. On suit ensemble et on en rediscute après. Éviter un désastre humain. C'est ainsi que le journaliste Raymond Dibi met le pied dans le plat pour parler de la crise post-électorale vécue en Côte d'Ivoire après les élections présidentielles de 2010. Une crise qui a fait officiellement 3000 morts. L'ouvrage « Journalistes et élections en Côte d'Ivoire » de 90 pages est un récit des faits vécus pendant cette période par l'auteur dans l'exercice de son métier, le journalisme. 2 parties structurent l'œuvre. La première met en lumière des témoignages de confrères et de populations qui ont subi les affres de cette crise après élection. La seconde comprend des interviews et des témoignages également, mais récents, recueillis en 2018. Des critiques des journalistes sur la crise et des pistes de solutions pour éviter une autre en Côte d'Ivoire, au moment où le pays s'apprête à vivre dans 3 mois l'élection présidentielle au mois d'octobre 2020, existe également dans cet ouvrage. Raymond Dibi, sans être un donneur de leçons, appelle l'ensemble des Ivoiriens à tirer les conséquences de la première crise afin d'éviter de conduire le pays dans le chaos total pour l'élection présidentielle
à venir. Alors, vous avez recueilli des témoignages de confrères de la presse écrite, audiovisuelle, on l'a dit, qui ont vécu des moments très difficiles en période électorale. Parfois, leur vie était en danger, vous l'avez dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient journalistes. Tout simplement. D'aucuns estiment que parce que ces journalistes n'ont pas fait le travail. Et dans les témoignages recueillis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils estiment pour la plupart avoir fait le travail, mais ils étaient victimes, ils étaient au mauvais mouvement. Mais il y a certains avec du recul qui pensent qu'il fallait plus de mesures, qu'ils demandent pardon même, et qu'avec le temps, je pense qu'ils ont tiré les leçons. D'accord. Et vous-même, vous êtes journaliste. Alors, vous rapportez dans votre livre que vous avez vécu des frayeurs pendant cette crise post-électorale. Le métier de journaliste est-il aussi dangereux? Oui, pas forcément, mais dans le contexte où on était, le métier était très dangereux. Très dangereux parce que être journaliste, vous faites votre travail, mais en période électorale, il n'est pas facile. Pourquoi? De faire la différence. Parce que aussi les journalistes à un certain niveau, eux-mêmes, se démarquent, ne font pas seulement le travail. Ils laissent leur métier, ils sortent de l'éthique et de la déontologie, et puis on assiste, il faut le reconnaître, à des journalistes beaucoup plus militants. Comme il y a des journalistes qui font normalement le travail, mais qui sont aussi sous l'emprise des acteurs politiques. Raison pour laquelle eux est là, pour situer les responsabilités, pour appeler les uns les autres avec assez de recul, mais en regardant dans le rétroviseur de 2010. Parce que 2010, nous avons souffert en tant que journalistes, donc nous avons intérêt à œuvrer à ce que ce rendez-vous-là se passe dans la sérénité, avec des écrits qui appellent plus à la paix, avec des écrits qui appellent plus à la cohésion, et être loin des journalistes qui se laissent parfois manipuler par des acteurs politiques. D'accord. Alors, pour mieux aborder l'avenir, on dit qu'il faut comprendre son passé. Tout à fait. Alors, on va essayer de faire notre mea culpa à nous tous. Alors, qu'est-ce que ces journalistes que vous avez approchés vous ont dit? Est-ce qu'ils ont regretté? Certains ont regretté. Et qu'est-ce qu'ils ont regretté? C'est ce que j'ai dit à l'instant. Les positions sont mitigées. Certains estiment qu'ils ont fait le travail, qu'ils n'ont rien fait, que c'est les acteurs politiques. Et d'autres estiment que oui, ils ont fait un peu fort et qu'avec du recul, il faut être beaucoup plus mesuré. Mais l'un dans l'autre, les journalistes ont eu des problèmes. Ça veut dire qu'à un certain niveau, on a notre part de responsabilité. Et c'est pourquoi on revient un peu là-dessus, pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour attirer l'attention, pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est susciter le débat, mais interpeller les confrères et consoeurs pour dire faisons attention. Nous sommes à 3 mois des rendez-vous importants. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Au-delà même de la responsabilité du journaliste, que nos maîtres, nos aînés nous enseignent chaque fois dans les séminaires, mais c'est aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire être aussi des journalistes qui respectent l'éthique et la déontologie de leur métier, mais des journalistes qui sont des acteurs de paix, des journalistes soucieux dans leurs écrits à préserver une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire stable. Il faut avoir cette envie-là. Si les journalistes qui, dans leur métier, refusent, par exemple, de relayer des propos des acteurs politiques, même de leur bord, parce que nous sommes des citoyens, nous avons toutes des sensibilités, des propos qui appellent à la violence, je pense qu'à un certain niveau, on peut éviter le pied à la colline. Facile à dire, mais difficile à faire. Vous savez que, alors, comment les hommes des médias pourraient-ils utiliser, comme vous le dites, leur micro, leur plume ou leur clavier de façon professionnelle, surtout indépendante, dans les rédactions qui dépendent pour la plupart d'hommes politiques? Tout à fait, Marie-Laure. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que d'œuvrer pour un pays en paix. Parce que qu'est-ce qu'on recherche? On veut préserver un emploi, mais à la fin, si le pays est en crise, vous perdez tout. Il y a la question de la survie. On dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui, mais un homme qui a faim n'est pas un homme libre, mais à la fin, vous recherchez quoi? C'est ce que je disais à l'instant. Si le pays est en crise, vous aurez plus faim. Nous avons vu la crise post-électorale ici. On avait tous faim. Donc, en amont, déjà, il faut travailler à préserver la paix, quel qu'en soit le prix à payer. Il faut travailler pour... Ici, on avait sur ce plateau des journalistes qui ont dit qu'ils ont fait le travail, mais qui ont eu des soucis, aujourd'hui, qui ne se retrouvent plus. Donc, il faut travailler dans ce sens. Mais au-delà des journalistes, ce n'est pas seulement un appel aux journalistes, c'est un appel aussi même aussi aux journalistes, aux patrons de presse qui parfois glissent sur le terrain politique, qui appellent les journalistes qui sont sur le terrain à travailler, à faire de la politique, et non à faire le travail des journalistes, mais aussi les populations. Appeler les populations à avoir un autre regard sur les journalistes, parce que Marie-Laure Ngoran, qui est sur ce plateau, elle fait son travail de journaliste. Ce n'est pas parce que... travaille dans un média public. Voilà, ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle est forcément d'un camp. Parce que des fois, le regard du citoyen n'est pas forcément objectif. Et surtout que chaque organe a sa ligne éditoriale. Oui. Alors, on va être concret. Vous êtes journaliste dans une rédaction affiliée à un parti politique. Vous allez forcément, je vais dire, écrire ou parler selon cette ligne éditoriale. Alors, comment faire la différence entre la liberté de la presse et la liberté d'opinion? Moi, j'insiste plus sur les faits.
Je pense qu'un journaliste, quel que soit son bord, il peut être professionnel. C'est pourquoi, pour moi, un journaliste, il peut écrire dans toutes les sensibilités. Il suffit d'être professionnel, d'être critique. Mais c'est quand le journaliste, dans ses écrits, on voit plus le militant que le journaliste. Le journaliste qui, matin, qui se réveille parce qu'il a un ami homme politique qui a été attaqué par un confrère, il prend sa plume, il ne recoupe pas l'information et il attaque peut-être un autre homme politique. Ça, ce n'est pas du journalisme. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rester professionnel et sortir aussi des passions. Dans cette période surtout, c'est vrai qu'on est militant, on a nos sensibilités, mais il faut mettre en avant parce que à travers les journaux, à travers la presse, vraiment, on impacte les populations. Vous savez que dans les rédactions, on a des chefs d'édition, c'est toute, c'est toute une hiérarchie. Vous voulez dire quoi? Il faut à un moment donné pouvoir dire non à son directeur de publication, dire non à sa chef d'édition. Il faut rester dans les règles du métier. Non, on peut dire non si le directeur de publication... Au risque de perdre son emploi, parce que dans l'un de vos témoignages, il y a une, on ne va pas citer ses contemporains, qui a eu peur de perdre son emploi et qui a décidé de suivre la ligne éditoriale et qui pensait bien travailler. Tout à fait, malheureusement. C'est ce que je disais à l'instant. Qu'est-ce qu'on recherche si à la fin, la Côte d'Ivoire doit être en crise? Il faut être beaucoup plus responsable. Il faut être beaucoup plus responsable. Exemple concret, comment, par exemple, au niveau de la presse papier, on est dans un... Parce que c'est ça la difficulté. Dans un organe affilié à un parti politique, comment rester professionnel? Rester professionnel, surtout dans cette période où on appelle plus à la paix, à la cohésion, à la concorde. Je vais faire une interview avec un leader politique de notre bord et qui appelle à la violence, qui appelle à la haine. Non, je ne publie pas. Je peux censurer cela, je ne publie pas parce que, en tant que journaliste, mon rôle n'est pas de véhiculer des messages, des informations. En tant que reporter, comment tu ne peux pas décider de ne pas publier ton article? Tu es responsable de ton article, un journaliste. Tu es responsable. Quand tu viens, tu arrives, c'est toi qui fais ton article. Donc, quitte à toi d'écrire en restant dans les normes de l'éthique et de la déontologie du métier, mais tout aussi en œuvrant pour la cohésion, pour vraiment un environnement beaucoup plus apaisé. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, on ne parle pas qu'à la souris, on parle aussi au chat. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre ouvrage. Il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les acteurs politiques, il y a même le public, les téléspectateurs qui jugent parfois, qui nous jugent très mal. Effectivement, les hommes politiques, ils ont cette façon de vouloir manipuler parfois la presse. Je le dis, je l'affirme. Mais quitte aux journalistes toujours de faire beaucoup attention. Quitte aux journalistes de beaucoup faire attention. Parce que les hommes politiques, ils ont leur ambition, ils ont cette façon de vouloir rechercher ce qui n'est pas forcément juste. Et j'attire l'attention là-dessus, de laisser les journalistes faire tranquillement leur travail. De ne pas manipuler les journalistes, de laisser les journalistes, parce qu'à la fin, on dira que voilà, les journalistes ont contribué à la crise, mais derrière, il y a eu des acteurs politiques qui ont amené des journalistes, qui ont obligé des journalistes, parce qu'il y a des faits. Il y a des hommes politiques qui sont derrière des organes, qui appellent, qui insistent pour des informations, qui appellent les journalistes à écrire, à orienter des informations qui ne sont pas forcément bien pour la paix, pour la cohésion. Pareil aussi pour les populations, les téléspectateurs qui voient peut-être des acteurs de presse comme des militants, a priori, parce que Marie-Laure travaille à la RTI, elle est de tel bord. Non. Il faut regarder Marie-Laure Ngouran dans son rôle de journaliste. Est-ce qu'elle est professionnelle? Il faut s'arrêter à là. D'accord. Alors, le président de l'UNJCI l'a dit, est-ce que la question de l'indépendance financière n'est pas l'un des soucis à notre professionnalisme? Oui, bien entendu. Je pense que c'est un autre débat. C'est aussi un souci. Parce qu'il faut trouver des solutions. Il est bon de tirer les leçons. Oui, il faut trouver aussi les solutions. Et parmi les solutions... Il y a aussi ce volet financier des organes de presse. Mais je pense que parfois même des journalistes n'ont pas de soucis à ce niveau, mais qui s'orientent sur la voie du journaliste militant. D'accord. Parce que parfois, le patron de presse, il a tous les moyens, mais il décide de faire, par exemple, la promotion d'un parti politique qui appelle, par exemple, à la violence. D'accord. Solution, en un mot, demander aux journalistes d'écrire pour la paix, d'écrire pour un environnement apaisé. Nous allons aux élections. Il faut que nous soyons des journalistes avant-gardistes qui, à travers nos écrits, nos propos, on puisse aider la Côte d'Ivoire à passer ce cap dans la sérénité, dans la paix, et que soit du 30 octobre 2020, on ne puisse plus compter encore des milliers de morts en Côte d'Ivoire, mais on puisse avoir un pays en paix, parce que c'est dans la paix qu'on peut amorcer un réel développement. Et donc, on ne va pas vous demander, vous entrevoyez donc la traversée d'octobre 2020 avec une presse qui a une plume. Oui, beaucoup plus responsable et qui écrit pour la paix, pour la concorde. Et cette traversée ne sera pas tumultueuse 2020? Je pense que je suis optimiste. Je pense que les journalistes
si les journalistes s'y engagent véritablement sur cette voie, la voie de la paix, la voie marquée par des écrits et des propos qui vont dans le sens de la concorde, d'un environnement apaisé, d'une élection présidentielle apaisée, je pense qu'on peut passer dans la sérénité ce cap-là. Et nous sommes d'accord avec vous, nous allons traverser 2020 de façon paisible avec une presse professionnelle et responsable, car si les médias ont le pouvoir d'informer et d'influencer, nous allons donc utiliser nos plumes, nos micros, nos claviers pour construire la paix dans notre seul et beau pays, la Côte d'Ivoire. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. N'oubliez pas, prenez soin de vous.